Merci beaucoup Céline pour cette présentation et puis ce beau colloque à venir, aussi notre collègue Gausia. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour retrouver notre communauté de recherche, avec les collègues aussi du CASNAV, certains enseignants qu'on a pu voir également hier. Donc c'est vraiment un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Et donc pour vous parler des défis et perspectives dans la formation des enseignants à l'inclusion des élèves allophones. Donc, déjà revenir sur cette définition de l'inclusion par rapport à la question des élèves allophones. Alors évidemment, je ne vais pas revenir sur la dénomination allophone, qui est la dénomination officielle. Je pense qu'il y a assez de publications en recherche sur ces questions et aujourd'hui, on a d'autres problématiques à traiter. Je vais plutôt m'attarder sur la question des défis. J'ai beaucoup apprécié effectivement que vous ayez choisi le terme de défi qu'on utilise beaucoup au Canada. On n'a pas de problème. Au Canada, on a des défis. Mais c'est une façon effectivement de pouvoir proposer immédiatement après des actions pratiques, concrètes, d'être dans une dimension pragmatique. Et moi, je trouve que voilà, c'est tout à fait intéressant et proactif que d'être dans cette démarche. Donc, bien entendu, il y a des défis en français, c'est ce qu'indique la dénomination qui a été choisie par rapport au terme allophone. Évidemment, également aussi, un autre défi, c'est que nos élèves allophones peuvent avoir suivi des programmes qui sont totalement différents dans les différentes disciplines. Et ça, je pense que les collègues, je pense aux collègues des disciplines en mathématiques, en SVT, etc., parfois ne se renseignent pas sur ce que l'élève a pu valider en termes de connaissances et de compétences dans les différents contextes dans lesquels ils ont pu être scolarisés. Puisque effectivement, alors là je peux parler pour notre contexte en Occitanie, on a beaucoup d'élèves marocains qui ont été scolarisés, qui peuvent être berbérophones, qui ont été scolarisés en arabe au Maroc, puis après qui passent par l'Espagne ou bien l'Italie, qui peuvent développer des compétences en catalan, castillan ou en italien, et après qui arrivent à Montpellier. Donc c'est vraiment intéressant parce que les programmes en maths, par exemple, ne sont pas du tout proposés de la même manière, donc d'avoir un peu un regard sur le curriculum. Ça, je trouve que c'est pas forcément quelque chose en formation des enseignants. Pourtant, je trouve que c'est un défi intéressant d'aller se renseigner sur qu'est-ce que l'élève a pu faire en termes de programme. Je pense à nos élèves arabes syriens qui étaient vraiment beaucoup plus avancés, par exemple en algèbre, que nos élèves en France. Mais par contre, en géométrie, ils débutaient de zéro parce que pour eux, la géométrie, c'est vraiment une pratique scientifique qu'on développe plus tard. Donc, on le sait aussi, les élèves allophones, un autre défi, c'est des scolarités très variables, avec des ruptures ou pas. Donc ça, c'est quand même important de l'avoir en ligne de mire, même si je pense que les collègues sont quand même assez avertis de ces scolarités aussi qui peuvent être très, très différentes. Et puis, alors ça, c'est traité, alors pas forcément par la didactique des langues, c'est plutôt nos collègues, je pense aux travaux de Marie-Rose Moreau et de son équipe, autour des traumas. Mais il est quand même nécessaire de savoir que certains de nos élèves allophones peuvent être dans ces situations traumatiques, même si en réalité, on a aussi des élèves francophones qui ont des soucis de santé mentale. Je disais en off à nos collègues que j'ai participé au programme Sentinelle pour justement la détection par rapport à la santé mentale et aux possibles risques suicidaires. Alors, je l'ai fait surtout pour nos étudiants à l'université parce que depuis le Covid, on a quand même une explosion de la question de la santé mentale. Et quand même, chez les jeunes, c'est la première cause de mortalité en France. Et les accidents de la route, c'est 4 fois moins. Donc voilà, c'est quand même des chiffres. Je pense que c'est tabou et on ne le dit pas encore assez en formation parce que évidemment, c'est quand même au niveau émotionnel très, c'est très problématique aussi. Mais je pense qu'il ne faut pas se voiler la face et que ça doit aussi faire partie à un moment donné des programmes. Et pourquoi pas justement, là vous avez des philosophes dans votre équipe, donc une visée philosophique, une visée psychologique de ces questions. Alors, l'inclusion, donc je fais référence au livre de Fatima Davin, Catherine Mendonça-Diaz, Ibrahim Azaoui. L'inclusion, c'est évidemment pour les élèves, ça a été vraiment débattu dans ce livre, mais c'est aussi pour les enseignants. Moi, je travaille dans cette perspective de la réciprocité. On ne peut pas parler d'inclusion des élèves si nous-mêmes, les enseignants, nous ne nous sentons pas inclus. Et je pense que par rapport à toutes les enquêtes et recherches qu'on a pu mener, eh bien,
bien, effectivement, parfois, les enseignants en UPE2A peuvent se sentir à la marge de l'équipe pédagogique. Parfois, ce sont des chargés de cours aussi, je le vois dans l'Académie de Montpellier, nos anciens étudiants de Master FLE, qui remplacent une collègue en UPE2A qui est partie en congé maternité, etc. Donc, effectivement, c'est important pour ces enseignants aussi d'être inclus, et on pourra aussi parler des parents ultérieurement, mais je pense que l'inclusion, ça ne peut pas être dans un seul sens, c'est vraiment tout le système on doit s'inclure les uns les autres. Donc voilà. Après, c'est un système complexe, c'est ce que j'ai essayé de représenter par le schéma à gauche, mais pour moi, la complexité, c'est une problématique de base. Donc mon laboratoire est parrainé par, malheureusement, Feu Edgar Morin, qui est vraiment un chantre de la complexité. Et la complexité, finalement, ça fait partie aussi de la résolution des problèmes. Et donc, c'est pas la complication, en fait, c'est justement essayer de tirer tous les bouts de la chaîne pour une meilleure inclusion. Donc, je cite Edgar Morin qui dit que finalement, les défis de la compréhension mutuelle entre humains, aussi proches qu'étrangers, donc vous voyez que ça peut être les élèves, mais ça peut être aussi les collègues qui s'occupent des élèves allophones, ou il y aura aussi des présentations pendant le colloque par rapport aux ATSEM ou autres. Je trouve que voilà, on est tous finalement impliqués dans ce processus. Je pense que ça, c'est intéressant aussi, pour que les relations humaines sortent de leur état barbare d'incompréhension. Les barbares, c'est ceux qui ne parlent pas la même langue que nous, étymologiquement. Donc ça, je trouve que c'est aussi intéressant. Et puis, un petit clin d'œil au livre qu'on avait coécrit avec ma collègue au Canada, où on avait repris cette question de défi, où justement, le défi, c'est qu'est-ce qui nous défie? Donc, la défiance aussi, on se sent en défiance par rapport à cette problématique qu'on a du mal parfois à analyser et trouver des réponses, mais en même temps, à la fois, alors richesse, moi je ne suis pas du tout comme Edgar Morin dans un paradigme de la binarité, est-ce que c'est riche, est-ce que c'est pauvre? Bon, je trouve que voilà, c'est l'éditeur, je tiens à le dire, qui a choisi à un moment donné ce titre, et là, nous les auteurs, on est un peu en difficulté. Bon, ça parle quand même, mais l'idée, c'est pas vraiment, est-ce que c'est riche, est-ce que c'est pauvre, mais c'est l'idée plutôt des ressources qui sont à utiliser et à mutualiser. Alors l'approche que je vais suivre aujourd'hui, c'est une approche qui est ancrée dans une posture interculturelle. Pour moi, l'interculturel, comme Véronique Lemoine-Bresson, qui a sorti un livre derrière moi, c'est vraiment le métacadre pour penser, toujours dans la relation, la réciprocité, le fait que finalement ces élèves nous défient, mais c'est une bonne chose parce que nous, ça nous permet de bouger. Notre directeur de CASNAV IAIPR de lettres modernes, Frédéric Miquel, dans l'Académie de Montpellier, a fait un très beau livre qui s'appelle « Ces élèves qui nous élèvent ». Et c'est pas juste la figure de l'enseignant qui élève l'élève, c'est aussi comment les élèves nous questionnent et nous permettent d'avancer et nous remettent en question. Alors ça, je sais que c'est très déstabilisant et j'en ai déjà parlé hier. C'est vrai que quand on est dans l'émotionnel, on est dans le cerveau reptilien qui vraiment bloque le système cognitif pour pouvoir justement se poser, apporter des réponses, être davantage dans la différenciation. Et très souvent, ce qu'on oppose, et moi-même en premier, c'est qu'on n'a pas assez de temps. Comment on peut différencier, comment on peut prendre en charge en plus les élèves allophones, alors qu'on a déjà des élèves à besoins spécifiques, 10, Asperger, etc., etc. Moi, c'est ce que j'entends continuellement dans les enquêtes qu'on peut mener. Donc ça, c'est important aussi. Je vais vous proposer une sorte d'anti-méthode, c'est-à-dire si on se pose la question comment on veut faire justement pour que les élèves allophones soient exclus, vous allez voir que en termes de texte officiel, en termes de formation des enseignants, en termes de ce qui va se passer dans la classe, on va tout mettre en place pour être sûr de les exclure. Donc ça, je trouve que c'est intéressant cette posture aussi, justement pour essayer de trouver des solutions à l'inverse. Mais c'est intéressant aussi pour être dans une forme d'autocritique, mais c'est pas juste pour critiquer le système, c'est, comme dit Edgar Morin, pour se réformer. On est toujours finalement en train de se réformer et de changer. Donc ça c'est le fil du temps, et le changement, c'est quelque chose qui est inhérent à l'humain.
Donc c'est important. Si mon laboratoire s'appelle l'humain, c'est nous, ce qui nous intéresse, c'est la personne. Hein, et évidemment, le système, il est là pour eh bien, répondre à différents besoins des humains. Et c'est pas le système qui impose par le haut. Donc ça, c'est quand même très important. La complexité, j'en ai parlé, la réciprocité également. Et puis ce que dit Edgar Morin, c'est que avec l'antiméthode, soit c'est l'abîme, hein, qu'est-ce qu'on ne fait pas ou qu'est-ce qu'on fait pour exclure les élèves allophones. Mais finalement, ok, il y a l'abîme, mais il peut y avoir la métamorphose. Et la métamorphose, c'est ce que vous proposez dans le titre du colloque avec les perspectives. Donc, il y a cette possibilité de métamorphose quand on est face à l'abîme. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et l'histoire nous a montré que, alors je ne suis pas une spécialiste de l'histoire, mais effectivement, quand on se réfère à des événements historiques, il a été effectivement montré que face à l'abîme, on peut justement tenter la métamorphose. Donc c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui. Hein. On va tenter la métamorphose. Donc moi, je vous propose une approche donc par différents niveaux, hein, des niveaux macro au niveau nano, pour voir justement comment, dans la formation des enseignants, on peut traiter ces différents niveaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de curriculum qu'on pourrait mettre en œuvre, hein, mais en tout cas, on va pouvoir identifier les défis et on va pouvoir aussi, au travers de différents projets, donc je vais surtout parler des projets que je connais le mieux, hein, auxquels j'ai participé, mais comment on a quand même des éléments de réponse et bien souvent, ces projets ne sont pas encore connus ou reversés dans les formations. Donc évidemment, le premier défi, c'est la formation des enseignants, à la fois formation initiale, formation continue, hein, et puis les textes officiels. Mais bon, j'ai envie de dire, on travaille pour vous, on travaille pour ça. Donc aujourd'hui, on a des collègues de la DGESCO, on a des collègues du CASNAV, donc le niveau macro est bien représenté, et c'est par cette communauté de pratique, en fait, qu'on peut avancer. Donc ça, je trouve que c'est tout à fait intéressant. Donc, pour aller rapidement sur les perspectives qu'on a par rapport à ces défis au niveau macro. Quand même, en formation initiale, alors c'est vrai qu'on en discutait au petit déjeuner, on a dans les INSPE, alors c'est très variable selon les INSPE, on voit que c'est très dépendant aussi des personnes qui sont titulaires des postes, et que dans certaines INSPE, si on a des collègues qui sont spécialistes de la didactique des langues, de l'interculturel, etc., on va avoir probablement des sensibilisations. Je vais dire sensibilisation parce que le volume horaire, on avait fait une étude avec mes collègues Brahim Azaoui et puis ma collègue anthropologue sur l'interculturel, on avait dit c'est une arlésienne des INSPE parce qu'on la cherche, mais on ne la trouve pas toujours. Et puis, ça va vraiment être dépendant, encore une fois, des collègues. Donc ça, vous voyez, au niveau macro, c'est vraiment un défi. C'est-à-dire que ce serait intéressant d'avoir vraiment un texte de cadrage où on ne va pas saupoudrer dans élèves à besoins particuliers ou spécifiques quelques heures où on va parler une journée. Des élèves allophones, c'est trop peu. Et à mon sens, en plus, enfin, moi, c'est ce que j'essaye de défendre, c'est ce qu'on dit pour les élèves allophones, c'est vraiment utile pour tous les élèves. Tous les élèves apprennent par le langage. Je prêche pour ma paroisse, hein, en sciences du langage, en didactique des langues, mais les transmissions disciplinaires se font par le langage. Les collègues des didactiques des disciplines, didactique des maths, didactique des sciences, ils ne disent pas autre chose que, effectivement, ces pratiques langagières, eh bien, elles sont nécessaires à la compréhension de la discipline. Mes collègues en didactique des maths me disent, mais les problèmes, c'est pas vraiment les maths, les problèmes, c'est la langue, les pratiques langagières. Et ils étudient les pratiques langagières. Et ils s'entourent de linguistes. Donc, ils l'ont fait pour le français FLM, en quelque sorte. Et depuis quelques années, ils travaillent avec nous sur la question du plurilinguisme, puisque, effectivement, les langues des élèves peuvent aussi servir de ressources, on le verra tout à l'heure, pour mieux comprendre les pratiques langagières de la discipline en français. Mais évidemment, les collègues des disciplines nous disent « Non, mais moi, je suis prof de la discipline. » Et en France, d'ailleurs, les enseignants sont très bien formés dans leur discipline, mais ils ne vont pas se sentir vecteurs ou transmetteurs de connaissances ou de réflexions sur le langage. Et ça, c'est vraiment dommage, parce qu'en fait, ça serait aussi aidant pour les élèves francophones. Donc pour moi, il y a un continuum. Hein. C'est vrai que souvent on identifie mon travail aux élèves allophones, mais en fait, je me situe vraiment
sur un continuum entre FLM, FLS, FLSCO. Enfin bon, pour moi, voilà, on a découpé la discipline. Edgar Morin serait pas content. S'il nous écoute, lui, il a toujours dit on est indiscipliné, c'est-à-dire que on va essayer de faire en sorte de travailler de façon transdisciplinaire, hein, et c'est pas juste, voilà. Et ça, mais en même temps, c'est très difficile parce qu'on a quand même une connaissance de notre champ, etc. Mais on est en 2026. Si on veut répondre à la complexité actuelle et aux besoins en inclusion et en formation pour les enseignants, on ne peut pas faire l'économie de ces questions. Alors ça, je pense que ça peut donner effectivement un peu une sorte de vertige, voilà, parfois aux collègues, mais je pense que dans notre communauté de recherche et de pratique, c'est important quand même d'avoir ça en tête. Bon, on a quand même les EAFC qui proposent plus ou moins des formations, mais là aussi, ça va dépendre des EAFC, hein, comment ils sont sensibilisés, voilà. Et ça, il va y avoir des modes, il va y avoir, on connaît tel collègue chercheur qui veut bien faire ça. Je sais que par ailleurs, je peux être sollicitée, mais je ne peux pas faire toutes les EAFC de France ou tous les CASNAF. J'aimerais bien, mais c'est pas possible à un moment donné. Donc, il va falloir trouver, voilà, des courroies de transmission, des collègues, et ça demande du temps. Il y a quand même eu, au niveau des textes officiels, la circulaire de 2011 où il y a eu l'inclusion, donc c'est la raison pour laquelle on travaille aujourd'hui sur ce colloque, mais il faut savoir que quand même finalement c'est assez récent, enfin c'est récent maintenant, ça fait quand même une quinzaine d'années, mais bon, ça fait partie des évolutions, hein. Moi je trouve que c'est quand même voilà, quelque chose qui est nouveau et qu'on ne voit pas forcément dans tous les pays. Mais comme vous avez aussi souhaité une perspective européenne, et voilà, je suis dans différents projets européens, donc c'est quelque chose que je connais. Quant à la Commission européenne, on me demande de présenter le modèle français et que je présente ce modèle de l'inclusion. Ils me disent, mais pourquoi vous ne formez pas tous vos enseignants ? Ce serait tellement plus simple que de créer de nouveaux dispositifs. J'ai dit oui, mais bon, c'est pas le même financement, c'est pas le même temps. Mais encore à voir, hein. Moi, je suis pas économiste, donc il faudrait. Mais j'ai participé à un projet, je vous présenterai rapidement tout à l'heure, qui s'appelle l'ISTIAC. Hein, c'est sensibiliser les enseignants à la question langagière, hein, de la maternelle au lycée pro et dans toutes les matières, hein, pas uniquement pour les UPE2A. Et donc le porteur, c'était la Finlande. Et donc, ils ont testé ça directement dans leurs INSPE, hein, et donc ils ont formé les enseignants à l'inclusion. Et puis à la fin du projet, ils m'ont dit, écoutez, non, au début du projet, ils m'ont dit, écoutez, faites la même chose, testez ça dans vos INSPE, puis regardez les résultats sur les élèves. J'ai dit, ah non, mais moi, je peux pas faire ça. Je peux pas forcer toutes les INSPE de France ou certaines INSPE, alors qu'on est en formation concours, de faire, une centaine d'heures de ce module. Enfin, c'est pas possible. Alors, alors faites-le dans votre université. J'ai dit, je le fais déjà, parce qu'en master FLE, FLS, en plus à Montpellier, moi j'assume un certain nombre de cours, je le fais déjà, je vais pas tester mes étudiants, j'ai déjà les évaluations, ils savent le faire. Donc en fait, on l'a fait en formation continue. Donc au début, les collègues de Finlande disaient, mais qu'est-ce qu'ils font en France ? C'est quand même assez étrange, hein. Pourquoi ils prennent pas les choses à la base ? J'ai dit, oui, mais bon, le système n'est pas le même que le vôtre. Et ils m'ont dit à la fin du projet, donc là j'en viens à la fin du projet, ils m'ont dit, maintenant, nous on a des résultats positifs, on téléphone au ministère de l'Éducation et on change le curriculum pour la formation des enseignants. Voilà. Mais j'ai dit oui, mais à l'échelle de la Finlande, qui est un petit pays, comment vous voulez qu'on modélise ça à l'échelle de la France ? Donc vous voyez, les défis macro, on n'a pas les mêmes. Donc moi, je trouve ça toujours intéressant de discuter avec les collègues d'autres pays européens, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes problématiques. Mais effectivement, vous voyez que c'est intéressant. Donc, moi, j'ai peu de marge de manœuvre avec les INSPE déjà parce que je suis à l'université. Alors, ce que je fais, c'est que comme on a de l'enseignement à distance pour le master, on a souvent des enseignants qui reviennent, mais ils reviennent de leur propre chef se former. Donc, on voit que ça vient beaucoup du volontariat. Je trouve qu'il y a 25 ans, il n'y avait quasiment rien comme ressources en ligne. Maintenant, il y a énormément de choses. On a vu votre projet ALTA, il y a des MOOC, du magistère, etc. Mais c'est souvent sur la base du volontariat des collègues. Donc vous voyez, là on a un défi, on a des perspectives parce qu'on a quand même plus de ressources qu'à l'époque, mais voilà, c'est quand même... Alors, il y a le CESEN quand même qui réfléchit à ces questions, puisque vous voyez qu'avec ma collègue Ranka Bigel-Jacques-Babic, on a pu produire ce texte sur l'école maternelle et élémentaire, hein, voilà, sur la question du plurilinguisme, mais bon, on aimerait que ça aille plus loin, hein, en fait, parce que les principes sont les mêmes, hein, en tout cas les argumentations scientifiques,
qu'on soit en maternelle ou en lycée, lycée pro ou même à l'université. Bien entendu, il faut adapter à l'âge des élèves en termes d'activité, mais sur comment on apprend les langues, ma foi, les recherches internationales, si on fait une méta-analyse, sont assez congruentes. Donc, je trouve que c'est dommage aussi qu'on ne puisse pas travailler sur un continuum. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai apprécié dans le projet Listiac, c'est de montrer justement que les principes sont transférables. Il y a une autre instance qui, pour le moment, est un peu en sommeil, qui s'appelle le Conseil supérieur des langues, où en fait l'idée c'était de faire réfléchir sur langues vivantes, langues anciennes, langues régionales, et puis les langues des élèves. Bon, les langues des élèves, on était deux avec ma collègue Ranka. Mais effectivement, il y a eu une impulsion à un moment donné, mais pour le moment, c'est vrai que c'est en sommeil. Il devait y avoir une revue. Voilà. Bon, ça c'est dommage parce qu'on voit que des fois, je pense que c'est de la volonté de certains collègues qui sont là à un moment en poste, mais bon. Et puis, il y a quand même Canopé qui fait beaucoup de choses. Donc, on a vu aussi notre collègue qui a présenté avec le CASDAF de Paris une nouvelle ressource. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment formidable. Et par ailleurs, il va y avoir une ressource qui va sortir sur le diamant langagier. Je reviendrai rapidement, mais c'est une métaphore à partir des projets de recherche que j'ai pu mener sur la compétence plurilingue et pluriculturelle des élèves. Alors, allophone, mais pas qu'allophone en fait. Et même nous, les enseignants, on a une compétence plurilingue et pluriculturelle. Et donc, c'est un MOOC vraiment pour les enseignants qui vont avoir des élèves allophones et qui ne sont pas du tout formés. Donc, ça répond. Donc, on voit qu'il y a quand même des choses au niveau macro qui peuvent répondre. Alors après, si on descend d'un niveau, qu'on est plus au niveau méso, donc au niveau plus de l'échelle de nos établissements scolaires, des quartiers, des familles, de ce qui va se passer entre classes, etc., on a un certain nombre de défis qu'on va pouvoir regarder ensemble, mais déjà quelques éléments de réponse. Et je trouve que parfois, on ne s'appuie pas forcément sur ces outils parce que on les connaît peu ou il n'y a pas encore de lien. Encore une fois, Edgar Morin parle de reliance. C'est vrai que parfois, il n'y a pas assez de lien entre les différentes institutions. Donc là, je pense par exemple au PRE, à la cité éducative. Dans une école avec laquelle je travaille, ils n'arrivent pas à solliciter assez le PRE, par exemple. Alors que dans une autre école, le PRE travaille très très bien avec les élèves allophones, ils font des activités culturelles, artistiques, de l'aide aux devoirs, et ça fonctionne très bien. Dans certains endroits avec lesquels je peux travailler, le PRE intervient en septembre, mais si on a une famille qui arrive en décembre, du coup, il faudra attendre septembre de l'année d'après pour que le PRE se mette en œuvre pour ces élèves-là. Donc vous voyez, à un moment donné, ça manque de flexibilité au niveau méso. Et donc, c'est important de pouvoir solliciter. Alors, ça demande un engagement. Et c'est-à-dire que c'est vrai que nos collègues, en tant que fonctionnaires de l'État, ils peuvent se sentir plus investis dans l'enseignement de leur discipline que dans cet investissement qui est un engagement total, j'ai envie de dire, en quelque sorte. Mais en même temps, en tant que fonctionnaire de l'État, c'est aussi notre service. On est au service d'eux. Moi, j'aime beaucoup le rappeler. Moi, je suis enseignant-chercheur. D'abord enseignant, donc il faut que je forme les collègues, les étudiants, et ensuite chercheur. Et on est payé par le contribuable, donc on est au service d'eux. En tout cas, moi, c'est quelque chose que... Voilà, ça ne veut pas dire s'épuiser, ça ne veut pas dire... Mais c'est quand même important de garder ce sens de service et de reconnaissance aussi. Je pense que nos collègues souffrent aussi beaucoup de la question de la reconnaissance. Par exemple, au Canada, à la fin de l'année, on fait toujours une fête de la reconnaissance pour reconnaître les succès des élèves, les succès des familles et les succès des enseignants. Donc je trouve que, alors, il y en a qui disent c'est un peu bisounours, ce genre de façon de faire, etc. Mais ça fait du bien, la reconnaissance quand même. Reconnaissance, c'est naître de nouveau avec l'autre. Donc, on a besoin de ça. On est des humains et on a besoin d'être dans des communautés, d'être dans de la reconnaissance. Et je pense que c'est peut-être on le vit pas assez. Alors, c'est vrai qu'au Canada, ils nous envient notre structure, notre réflexion, nos entrées théoriques, etc. Mais nous, on a beaucoup à apprendre aussi de leur côté pragmatique, de leur côté en formation des enseignants, par exemple, pour les élèves allophones. Il y a de nombreux curriculums où, en fait, la première chose qu'on doit faire, c'est apprécier son élève, aimer son élève. Donc, quand je dis ça en formation à mes étudiants, aimez vos élèves. Bon, déjà, en plus, c'est peut-être un peu suspect. Mais en fait, on est là-dedans. Mais c'est pas lénifiant, c'est on apprécie les ressources, on cherche justement les goûts de l'élève, ses forces. On va jamais le voir comme un réceptacle qui est vide, ignorant.
hein, mais au contraire, quelqu'un qui est en construction, qui a déjà des connaissances informelles qu'on va pouvoir faire monter en compétences. Donc ça, je trouve que c'est une autre vision qui est très intéressante, et je pense qu'en formation, c'est important aussi d'apporter cette vision-là. Donc, autre chose que je voulais vous dire à l'échelle du quartier, nous, on a mené un projet dans le cadre de Sirius. Donc, Sirius, en fait, c'est une ONG pour l'éducation et la migration, qui est le premier pourvoyeur de recommandations pour la Commission européenne, donc depuis une dizaine d'années. Et donc, en France, c'est l'université Paul Valéry à Montpellier qui le porte. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, parce que moi, ça faisait des années que je travaillais dans les classes, depuis 25 ans, mais je me disais quand même, c'est important d'aller sur ce niveau méso. On n'y est pas assez. Et donc, on a proposé, à partir de la notion de territoire apprenant de Jambes, qui est un collègue en sciences de l'éducation, de travailler sur le territoire apprenant de l'élève. C'est-à-dire qu'il apprend en famille, il apprend à l'école, il apprend dans des associations, et de créer autour de lui tout un réseau où justement ça va permettre à l'élève, mais aussi aux collègues de se connaître, et ça ne repose pas uniquement sur les épaules de l'école ou les épaules des collègues, parce que ça c'est quand même très anxiogène. Donc il faut tenir compte que voilà, c'est des humains qui travaillent avec des humains, et d'abord notre fibre émotionnelle elle est très présente, et ça dans la didactique des langues c'est quand même quelque chose qu'on commence à prendre en compte. Je pense aux travaux de Delphine Guetta par exemple, mais c'est un peu nouveau quand même. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, il y a tout un site Sirius où on essaye justement de travailler sur le lien entre les espaces formels des écoles, non formels de la maison, non formels du quartier, des activités culturelles, artistiques, etc. Moi, j'ai des parents qui me disent, mais moi, en fait, ma fille voulait faire de la danse, mais on n'a pas trouvé, ou on ne sait pas, ou vous voyez, donc il n'y a pas. Et je leur dis, et le PRE, ah bah oui, mais le PRE, c'est que dans 6 mois. Enfin. Vous voyez, voilà, ça manque encore de flexibilité au niveau méso. Puis maintenant, on peut dire qu'il y a aussi des espaces transformels avec, on peut apprendre avec une appli, avec le téléphone, etc. Donc tout ça, ça fait que l'élève, il peut progresser. Donc c'est vraiment intéressant en termes de perspective. Et ce territoire apprenant, nous, on essaye de le bâtir à des niveaux. Là, on travaille sur Montpellier, je travaille beaucoup avec la ville de Sète, etc. Et on essaye donc l'élève, il est au centre de la fleur, et puis les différents pétales, c'est des endroits où il peut effectivement se former de façon formelle, informelle, non formelle et transformelle. Et on pourrait imaginer avoir une appli ou un portfolio où il puisse être valorisé sur ses compétences au fil du temps. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas, avec ce projet Sirius. Alors, vous voyez que les structures et les acteurs sont différents. C'est vraiment l'école avec les associations, les équipements culturels. Donc, je pense aux médiathèques, aux musées. Voilà, ça c'est vraiment aussi des lieux institutionnels avec lesquels on a travaillé. Et puis de faire des activités conjointes, c'est-à-dire que les associations peuvent venir dans les écoles, faire un atelier autour des livres multilingues. Les écoles peuvent aller à la médiathèque, peuvent aller dans des associations sportives. On a de la chance avec le Héros Rugby Club. Alors les élèves allophones étaient très très fiers de faire les entraînements avec les rugbymen, et ils ont appris très vite, évidemment, qu'est-ce que c'est plaquer, contrer, marquer. Donc on apprend des verbes, voilà. Donc là en EPS, ils ont vraiment progressé très vite, et en français également. Donc c'est pas j'attends d'avoir une compétence en français pour pratiquer les disciplines, mais c'est vraiment en pratiquant les disciplines que je développe aussi mes compétences. Donc ça c'est important aussi. Et puis ce qui était intéressant aussi, c'est que on a proposé des formations pluricatégorielles. Je peux faire une formation aux étudiants, j'invite les associations, j'invite le PRE, etc. Le PRE fait une formation, peut inviter des enseignants, peut inviter des étudiants en formation, peut inviter d'autres associations. Vous voyez ? Mais alors, évidemment, ça peut se faire qu'à des échelles méso. Mais moi, je trouve que ce sont des perspectives qui sont intéressantes parce que ça fait vraiment monter en compétences les élèves. Et je trouve que on est moins seul aussi en tant qu'enseignant. Et en termes de besoins, ça répond aussi aux besoins d'inclusion des enseignants. Donc voilà, là c'est un petit résumé sur le fait qu'on essaye d'établir ces passerelles entre différents espaces. Puisque moi, on m'oppose souvent dans les enquêtes, on a un problème de temps. Réintroduisons l'espace.
hein, puisque le langage, c'est espace-temps, personne, ça c'est Benveniste, donc ça c'est quand même très très important du point de vue théorique et après du point de vue pragmatique et programmatique. Et comme ça, on arrive à valoriser les apprentissages acquis dans tous les milieux. Si évidemment on est aussi ouvert à la problématique de la variation aussi langagière, parce que parfois des collègues qui ne sont pas formés peuvent dire « Ah bah oui, mais dans les associations, maintenant il a bien développé l'oral, mais bon, il parle un peu comme dans les banlieues. » Bah, c'est normal, il habite en banlieue. Donc, il ne va pas parler avec ses pairs différemment de ce qu'il doit parler. S'il se met à avoir un discours monologal universitaire quand il joue entre pairs dans son quartier, voilà. Donc là aussi, des fois, on voit qu'il y a vraiment des connaissances sur les pratiques langagières. Hein. Hier, j'en ai beaucoup parlé avec les collègues sur le passage d'une langue à l'autre, mais aussi sur le passage d'une variation à l'autre, et que la langue de scolarisation, c'est vraiment une pratique langagière qui est spécifique, qui en plus va se décliner différemment selon les disciplines. Et donc, c'est ça qu'on doit travailler si on veut que les élèves réussissent dans les disciplines. Donc là, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site internet. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un calendrier. Donc, les gens, ils peuvent s'inscrire. Hein. Bon, pour le moment, c'est que en Occitanie, mais enfin, d'ailleurs, essentiellement à Montpellier. On aimerait bien qu'à Toulouse, nos collègues aussi, peut-être, voilà. Mais c'est beaucoup d'engagement, mettre ça en place pour partager justement des actions et puis des formations ensemble. Il y a un onglet aussi qui a été renseigné par les familles. Hein. Les familles eux-mêmes, ont décidé de se donner des informations sur l'OPRE, etc. Donc, ils ont traduit eux-mêmes en albanais, en arabe, etc. C'est leur propre voix hein, qu'on a sur le site. Et les élèves étaient vraiment très, très fiers que leurs parents ils aient pu raconter effectivement, donner ces informations aux autres parents dans une autre langue et de participer aussi à cette aventure. Donc voilà, quelques mises en œuvre d'actions inclusives avec des actions à Montpellier, soit en association, soit à l'université, soit dans les familles, hein, on travaille aussi dans les bidonvilles, etc. Et puis, des fois, comme on a des quartiers apprenants, on travaille entre quartiers. Parce qu'il faut comprendre aussi, ça, c'est vrai que quand là, on a eu une évaluation des collègues de Sirius de la commission qui sont venus pour voir ce qu'on faisait à Montpellier. Et moi, je les ai promenés en tram, les pauvres, pendant 2 jours. Et je leur ai montré combien ça pouvait être ségrégué parce que là, on a une voie rapide. Là, on a une ligne de tram qui n'est pas terminée. La mobilité, en fait, est vraiment très, très entravant aussi. C'est un défi méso pour l'inclusion. Et ça, la question de l'espace, on la traite très, très peu, en fait, en didactique des langues. Donc ça, je trouve que c'est important. Céline parlait du projet CART, donc je n'avais pas décidé d'en parler, mais si ça vous intéresse, hein, je pourrais vous donner les informations. Donc ça s'écrit CART, hein, c'est pour cartographie, hein, pour l'appropriation du territoire. Et en fait, on a travaillé avec une association intergénérationnelle, c'est essentiellement des dames migrantes et leurs enfants. Et en fait, comment elles s'approprient leur quartier. Donc elles ont fait des photos, des films. Voilà, c'est un projet qui est aussi artistique, il y avait des artistes avec nous, et on en a fait une story maps avec nos collègues de géographie. Donc c'est vraiment, voilà, on fait les indisciplinés là. Et donc quand on se promène sur cette story maps, on voit dans le quartier où est-ce que les gens déambulent, font des activités, s'approprient le quartier. Et ce qui est formidable avec ces dames, c'est que elles ont dit, mais non, mais vous avez vu là, il y a un énorme trou avec la poussette. Voilà, ça fait 6 mois que on a des problèmes pour passer. Il faudrait que on puisse écrire à la mairie. Donc maintenant, elles écrivent à la mairie. Donc une fois par mois, on a un atelier citoyen. Donc le maire de Montpellier, le pauvre, il reçoit des courriers de ces dames. Bon, ils sont venus quand même hein, dans l'association, ils ont participé au projet Sirius. Ils ne subventionnent pas encore, mais bon. En tout cas, c'est intéressant de voir que c'est ça l'idée aussi, hein, c'est que les gens deviennent acteurs au niveau méso, les familles. Donc voilà, on a des actions entre territoire apprenant, et puis toutes ces formations pluricatégorielles. Donc, ce que je disais aussi également hier, c'est que quand on fait ça dans les écoles ou à l'université, on invite les mamans avec les poussettes. Bon, ça peut un peu, des fois, heurter les directions d'école, mais on essaye de travailler justement à cet accueil. L'inclusion, c'est aussi ça. Venez comme vous êtes, hein, comme on dit en Amérique du Nord, mais c'est un peu ça aussi. Là, je me souviens, on avait travaillé avec des familles roms et des familles gitanes, et quand ils ont vu, on a un beau site pour la recherche à Montpellier, si un jour vous avez l'occasion de venir, qui est une ancienne
un ancien centre hospitalier, mais voilà, du 19e, rénové pour la recherche. Et en fait, on a un beau parking arboré avec le site. Et puis, donc, j'invite les familles gitanes donc, qui viennent, etc. Et puis qui me disent, il est formidable ce parking. On ne pourrait pas venir installer nos caravanes. Et alors là, j'aurais dit, non, écoutez, là, bon, au niveau du quartier, au niveau méso, bon, il va falloir que je discute avec la direction, mais ça fait bouger les lignes, parce que quand on invite plein de familles gitanes, je veux dire, les gens ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est encore l'humain qui a frappé. Mais l'humain, c'est ça, on ne va pas exclure les gens, il faut aussi qu'ils viennent à l'université. Et dans le projet Carte également, les dames ont fait une exposition dans notre nouvelle bibliothèque qui s'appelle l'Atrium, et on a de la chance parce que la ligne de tram qui est ouverte depuis décembre passe par leur quartier qui était complètement reclus. Et maintenant, cette ligne passe devant l'association et arrive à l'université au bout de 20 minutes. Donc, on a pris le tram bien fièrement avec les dames. Les dames sont venues. J'ai invité la présidente. Elle est venue. Donc, elle a ouvert le colloque. Et donc, il y avait toutes ces dames qui étaient là et qui ont dit « Mais c'est la première fois qu'on vient à l'université. On veut voir un amphithéâtre. » Alors, on les a emmenées à l'amphithéâtre. Donc, elles se sont mises là. Et elles ont dit à la présidente « Mais voilà, nous, en fait, on se sent plus autonome. » Moi, ça m'a donné des frissons parce que vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Et notre présidente, qui est spécialiste de lettres anciennes, c'était assez savoureux, a dit vraiment, je suis assez impressionnée parce que vous parlez 3, 4, 5 langues. Et moi, je parle que le grec ancien. Mais bon, vous voyez, donc c'est vraiment... je pense, un niveau qui n'est pas assez exploré pour l'inclusion. C'est peut-être un peu décalé ce que je vous raconte là, mais moi je trouve que voilà, ça peut ouvrir des perspectives pour sortir un peu aussi des questions d'école, même si je vais y revenir après. Et donc nous, on a créé toute une feuille de route avec différentes étapes pour créer des territoires apprenants à partir d'écoles. Donc si ça vous intéresse d'en reparler, si vous voulez créer des territoires apprenants, nous, on n'a pas beaucoup de budget avec Sirius, mais j'ai quand même des budgets où j'ai acheté des tablettes, on peut acheter des ouvrages, notamment multilingues ou autres. On a pu équiper des associations, des écoles, etc. Les tablettes, elles tournent, elles étaient à Bordeaux, là, elles sont revenues à Montpellier. Les collègues les utilisent, on les renvoie ailleurs. Enfin, on essaye vraiment de travailler sur cette feuille de route. Et comme je vous disais, les familles participent aussi justement, il y avait des parents qui disaient mais nous on savait pas que l'OPRE existait, donc ça nous intéresse de donner cette information aux autres, donc ils ont fait un petit livret, et puis pour ceux qui ne pouvaient pas lire ou écrire, évidemment, ils ont pu faire les versions orales, donc c'est important. Donc l'inclusion des familles, c'est majeur. On est quand même dans l'ère de la coéducation. Là, quand même, au niveau macro, on a des textes officiels qui sont présents, on a des ressources, j'ai vu sur Canopé, sur la coéducation, qui sont très intéressantes. Donc voilà, je trouve que les parents ne sont pas encore assez acteurs dans notre système éducatif par rapport à d'autres systèmes qu'on peut voir. Enfin, moi, j'ai travaillé un peu au Japon, aux États-Unis, etc., où là, on est dans un système tripartite, mais qui est presque à l'extrême. C'est-à-dire que j'ai des collègues japonaises qui ont des diplômes universitaires, et quand elles ont leurs enfants, elles doivent arrêter de travailler pour être actrices dans l'école de leurs enfants, parce que c'est un travail à plein temps. Donc là, pour moi, c'est voilà, évitons le dogme, évitons d'être dans des formes d'imposition trop intenses par rapport aux personnes, mais c'est quand même très intéressant de voir qu'on peut être dans quelque chose qui est de l'ordre de la coéducation, mais vraiment de l'inclusion des familles, c'est-à-dire pas uniquement pour des sorties scolaires, mais vraiment là, c'est une photo du projet Romtels. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le film et puis regarder le site. Donc là, on a une maman rome qui n'écrit pas en romani. D'ailleurs, la langue romanie qu'elle parle, c'est l'oursari. Et pour l'anecdote, elle voulait pas nous dire que c'était l'oursari, parce qu'en fait, oursari, ça veut dire langue des ours. Et c'est le nom que les linguistes roumains, j'imagine, ont donné à cette langue. Donc vous imaginez qu'eux, ils ne se visualisent pas comme locuteurs de l'oursari. Mais quand on a fait écouter des corpus, à un moment donné, j'ai dit mais c'est de l'oursari. Donc ils ont dit oui, mais en fait, voilà, ils rejettent le nom. On peut le comprendre, puisque c'était pour référer au fait qu'ils ont pu être montreurs d'ours ou chasseurs d'ours
à un certain moment, notamment en Roumanie. Mais vous voyez, on avait travaillé avec un musée de beaux-arts pour mettre en place des visites plurilingues et elle a aidé sa fille à traduire en Roumanie un certain nombre de cartels pour le musée. Et après, les parents sont venus, etc. Donc oui, ils sont venus. Après, évidemment, nous, on est allés dans les squats, on les a appelés, on a fait en sorte qu'ils puissent venir dans l'école. Le principal, c'était dans un collège à accepter ça. C'est beaucoup de travail, mais bon, en fait, ça fonctionne quand même. Alors, au niveau méso aussi, au niveau de l'établissement, donc ça, c'est à l'école maternelle, on a pu faire, c'est un classique, un arbre des langues avec les langues des élèves, mais aussi les langues des enseignants, les langues des ATSEM, donc voilà, avec ici un code couleur. Et si vous avez voilà, on ne peut pas le voir parce qu'on n'a pas le temps, mais si vous allez voir le film, ce qui est intéressant aussi, c'est la réaction des parents, la réaction des enfants, et puis aussi la réaction des enseignants. Je vous disais que ce besoin d'inclusion et ce besoin de compréhension, cette posture interculturelle des parents, des enseignants qui nous ont dit, mais moi, en fait, oui, je ne me rendais pas compte, le tamazight, le berbère, le rifin, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est différent? Donc les parents nous ont expliqué, puis je me suis rendu compte, oui, en fait, si on me disait que le français et l'occitan, c'est pareil, je serais peut-être pas très contente. Donc, vous voyez, il y a eu cette prise de conscience. Et moi, je trouve que c'est intéressant, parce que on pourra revenir aussi en termes de besoins pour la formation des enseignants, mais les études montrent, si on fait une méta-analyse, que, en fait, quand on diffuse des connaissances en formation aux collègues, c'est pas du tout sûr qu'après ils puissent au niveau pragmatique le mettre en œuvre dans la classe, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais il y a le niveau des représentations, ça peut achoper, et puis il y a aussi l'idée de se lancer. Mettre en place des activités sans faire la théorie, enfin faire la théorie après, ça peut aussi fonctionner, mais en fait, ce que montrent les méta-analyses, c'est que finalement, on est vraiment dans ce va-et-vient, sans arrêt entre je conceptualise, j'agis, je conceptualise, et en fait, il n'y a pas d'ordre, c'est un peu random, c'est peut-être ça la complexité, il n'y a pas une façon de faire. Donc, il faut essayer de faire les deux, d'être à la fois sur le terrain, et donc, on vous le proposera demain, mais on est en train de travailler avec mes collègues Anne-Marie Rinaldi et Philippe Glatre qui vont s'occuper des lycéens qui arrivent avec la réforme pour devenir professeurs des écoles à l'université, et puis comment on peut les sensibiliser à cette question de diversité linguistique et culturelle, et justement, on va voir comment ils bougent à partir des connaissances qu'on va leur transmettre, des stages qu'ils vont pouvoir suivre avec des collègues. Là, on a commencé des entrevues, je ne veux pas déflorer le sujet, mais qui ont des représentations aussi sur les langues et le langage. Bon, voilà, ça va être quand même leur tuteur. Donc, comment on va articuler tout ça? On voit que là, il y a aussi des défis et des perspectives. Alors, ce qu'on a fait aussi dans le projet Listiac, ça peut vous intéresser, c'est un tapis de dialogue qu'on peut réutiliser pour différents objectifs. Vous pouvez le télécharger sur le site, où en fait, on a fait dialoguer les enseignants entre eux, justement sur comment vous vous voyez comme enseignant sensible aux langues et aux pratiques langagières. Donc, il y a différentes questions. Ça ne dure pas très longtemps, ça dure 1 heure. Nous, on a même parfois découpé de vrais tapis. On a pu transférer cette pratique avec les familles gitanes, et là, on l'a fait avec aussi les familles des bidonvilles. Donc, autour de ce tapis, on s'assoit, les chercheurs, les parents, les élèves, les enseignants, des institutionnels, et on discute ensemble. Et donc ça, c'est vraiment intéressant aussi parce que, on peut vraiment rentrer dans une discussion, comme on dit, en recherche pluricatégorielle. Voilà. Alors, entre classes, donc je suis responsable d'une édition chez Attier Didier, un cahier justement qui s'appelle, une collection qui s'appelle Avec vous, pour que les élèves puissent justement aller de la classe UPE2A à la classe de maths avec le cahier. Alors je dis ça tout à fait librement parce que moi tous mes droits je les reverse à une association, donc de toute façon avec le peu gagné ça repart directement, donc je suis très à l'aise à vous parler de ça. Mais l'idée justement c'est qu'il n'y avait pas d'outils entre la classe UPE2A et puis les classes ordinaires. Donc, c'est les collègues en fait d'Attier Didier qui m'ont dit mais voilà, on sait que vous travaillez sur ça, est-ce que vous voulez pas justement proposer une collection, pas de manuels, mais de cahiers
qui vraiment est la propriété de l'élève. Et donc, dans ce cahier, il y a des répertoires plurilingues, il y a, avec vous au collège, il y a des fiches aussi qu'on peut faire avec ses parents, et même si les parents sont pas lecteurs, l'élève peut lire et poser des questions à ses parents, etc., etc. Voilà, donc il y a différentes... et c'est vraiment aussi... Alors, moi, j'ai accepté, parce que c'est beaucoup de travail quand même si c'est des collègues, hein, il y en a qui sont dans la salle, qui participent. Hein. Moi, je suis responsable de l'édition uniquement. Mais j'ai accepté parce que effectivement, c'est pour moi aussi un acte de formation pour les enseignants, parce qu'il y a un livret pédagogique, alors là, il est libre de téléchargement, hein, et c'est pour, justement, utiliser les ressources langagières des élèves, donc il y a énormément de préconisations, pour moi, c'est un outil de formation. C'est-à-dire que, voilà, si vraiment on joue le jeu, on peut tout à fait comprendre un peu mieux ce que c'est des activités liées aux langues, liées à l'interculturel. Je suis très fière d'un picto pluri avec une terre et puis je ne sais pas si on le voit là, moi, je ne sais plus si je le vois, il est là, voilà, là vous l'avez ici, c'est une terre avec différentes lettres dans différents alphabets, où en fait là, c'est retour réflexif, retour méta sur l'élève, qu'est-ce qu'il connaît. Vous voyez là par exemple, est-ce qu'on dit les numéros de téléphone de la même manière dans des langues que tu connais? Et évidemment, on s'adresse au répertoire plurilingue de l'élève, on ne va pas dire dans ta langue. Parfois, évidemment... on le sait, les élèves connaissent plusieurs langues. Et puis surtout, il faut qu'ils se sentent libres de mettre en perspective avec les ressources qu'ils ont envie de mettre en perspective. Il ne s'agit pas de les assigner ou de les perturber avec le fait d'utiliser des ressources. Mais en même temps, sur ces questions d'assignation, je trouve que c'est important que l'école, les établissements, les classes soient des espaces assez sécures pour accueillir ça. C'est pas parce que dans le milieu social, il y a des hiérarchies de langues qu'on connaît très bien en sociolinguistique, je renvoie aux travaux de Calvet sur le baromètre des langues, la hiérarchie des langues, etc., que l'école doit reproduire le social. Au contraire, l'idée c'est... Alors évidemment, ça prend du temps que ça devienne un espace sécure, un espace de co-apprentissage. On a des élèves, voilà, je vois en maternelle, on a une élève, elle n'ose pas parler romani, c'est pas grave. Hein, on ne va pas la forcer. Si un jour elle veut parler... En fait, on voit que ça se débloque. C'est vraiment dans l'espace et dans le temps. Et en fait, c'est ça. C'est toujours l'espace et le temps. Hein. Bon, c'est nos deux paramètres. Donc là, vous voyez aussi, c'est des choses qu'on a pu faire en mathématiques là dans un collège, voilà, où il y a des élèves allophones, mais pas que, hein, en classe de maths, où on compare effectivement le cercle de centre haut, même pour un élève francophone, quelle est la valeur de ce de, qui est très polysémique en français. On se rend compte que quand on traduit dans différentes langues, alors ce qui est bien aussi, ce que je trouve intéressant, c'est d'utiliser aussi des ressources langagières quand on est, dès qu'on est à l'école élémentaire, donc si c'est des langues vivantes, des langues régionales ou bien après des langues anciennes quand on est au collège ou au lycée, de les inclure aussi comme ça met pas les élèves francophones entre guillemets, parce que normalement ils sont censés devenir plurilingues, hein, avec 2 langues, hein, c'est quand même les recommandations de la Commission européenne, hein, 2 langues vivantes en plus de la ou des langues familiales. Donc voilà, là on voit bien des langues familiales et puis aussi des langues qui sont enseignées à l'école, et on se rend compte que la valeur de ce deux a une valeur de relateur, c'est avec. Donc ça permet aux élèves francophones aussi d'être plus, on va dire, conscients des problématiques de pratique langagière dans la discipline. Donc vous voyez, pour moi l'inclusion c'est ça. Si on ne comprend pas que c'est bénéfique à tous les élèves et que ces arguments scientifiques qu'on a sur le langage et les pratiques langagières, eh bien à mon avis on va faire créer des dispositifs différents, créer des formations différentes. Moi à mon avis il faut, alors il ne s'agit pas d'unifier etc., mais il s'agit de diffuser un certain nombre de principes. Donc là, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi dans le cahier avec vous en maths ou en sciences, c'est qu'on a été opportuniste et pas du tout exhaustif, mais on a dit aux profs de maths, vous voyez, quand vous travaillez sur les ordres de grandeur, forcément, ça va faire travailler en langue sur les adjectifs numéraux. Et on ne peut pas dire que nos élèves francophones aussi soient toujours au clair sur ces questions. Même chose sur le comparatif ou le superlatif. Donc ça sert à tout le monde. Donc oui, si on compare à un moment donné des nombres, eh ben, ça va servir à toute la classe. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Et puis ce que je vous disais par rapport au plurilinguisme et à l'interculturel, de comprendre aussi que vous voyez, par exemple, aux États-Unis, 3412,1, vous avez vu la différence de notation par rapport à la virgule et au point.
Et donc, moi, je vois des collègues qui sont désemparés et qui disent « mais qu'est-ce que c'est ? C'est n'importe quoi, mais c'est pas le résultat. » Et en fait, c'est pas l'idée. C'est que, par exemple, en Allemagne, on note l'angle droit avec un arc de cercle, comme nous, on fait pour les angles, pour la mesure d'angle. Donc, vous imaginez aussi les ambiguïtés que ça peut provoquer. Mais je trouve que... Enfin, moi, en tout cas, c'est pour ça que je fais ce métier, c'est que ça m'amuse. Alors, peut-être que je suis un peu... spécial, mais ça m'amuse d'apprendre de mes élèves, de mes étudiants, d'être plongé dans un monde que j'essaye de comprendre. Et moi, je n'ai pas la science infuse, je m'informe sur ça. Par contre, ce qui me solidifie en termes de principes d'enseignement et de formation, c'est quand même on a des principes sur lesquels s'appuyer. On sait comment ça fonctionne l'apprentissage des langues. On sait comment on peut soutenir les élèves. Donc, voilà, ça c'est vraiment des choses qui sont importantes. Et attention à la binarité, attention au dogme. On a eu un très beau témoignage hier d'une collègue qui a dit nous, justement, on a voulu pratiquer ce genre de choses. Donc, on avait un élève ukrainien. Pour que les élèves francophones y progressent aussi, on lui a dit il sait bien parler anglais, donc parlez-lui anglais. Donc, tous les élèves ont pu parler anglais. C'est super, eux, ils ont bien progressé en anglais, les élèves francophones, bravo. Et l'élève ukrainien, visiblement, lui, il a développé des compétences en anglais, mais alors pas du tout en français. Mais vous voyez, c'est dogmatique. C'est pas combien d'heures on va comparer les langues ou combien d'heures on va faire de l'interculturel, c'est vraiment à la demande. Et ça, on le sait. Est-ce qu'on va le faire de façon spontanée ? Est-ce qu'on va le faire de façon planifiée ? Enfin, il y a des articles de recherche sur ces questions. Donc aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur ça parce que on peut échanger sur ces recherches. Mais tout ça, on le sait. Donc attention au dogme. Et attention aussi à l'impression qu'on va bien faire. Parce que moi, je pense que tous les collègues veulent bien faire. Enfin, à part, il peut y avoir toujours des problématiques. Mais voilà, je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Alors maintenant, rapidement, les défis micro. Donc dans la salle de classe, qu'est-ce qu'on peut avoir dans les défis ? Donc moi, je reviens peut-être pas sur ce modèle. Enfin, c'est pas un modèle justement, c'est une métaphore, une représentation de la compétence plurilingue et pluriculturelle, donc de ne pas hésiter à explorer les langues et expériences culturelles des élèves, à nouer ces langues, à susciter la création ou l'achat, si possible, de matériel, pas forcément par les établissements, mais on peut travailler avec des médiathèques pour des achats, etc. Donc ça fonctionne bien. Le fait que les élèves sont tuteurs des uns des autres et de façon pas toujours dans la même dissymétrie, un élève allophone qui est aidé par un élève francophone ou plus avancé allophone, je pense que c'est important. De sortir des classes, donc de travailler sur des territoires apprenants, j'en ai parlé, de travailler aussi avec les parents, j'en ai parlé, et de lier les enseignants, j'en ai également parlé, puisque effectivement, je vous ai présenté par exemple le tapis de dialogue. Donc en fait, le diamant langagier, c'est une sorte de concaténation des différents projets de recherche, en tout cas, et des données qu'on connaît sur ces questions d'allophonie. Mais encore une fois, le diamant langagier, c'est pour tous les élèves. Alors peut-être on va terminer sur ça. Je vais donner la parole aux élèves, un tout petit film de 3 minutes, et puis comme ça on pourra conclure. Parce que dans nos classes ordinaires, les élèves parlent souvent de nombreuses langues. Je suis espagnole, je parle français et arabe. Et que nous l'ignorons. D'abord, j'ai mis l'arabe parce que c'est la première langue que j'avais commencé à parler. Je vais présenter cette table-là en ma langue. Je l'ai présenté en mandarin. Le catalan, j'ai appris à l'école quand j'avais 3 ans. Pourtant, les langues sont au cœur de notre humanité. C'est la langue de ma famille. C'est une langue que je parle à la maison avec mon frère, ma mère et mon père. C'est notre langue. On ne parle pas arabe. Au point que parfois les élèves les oublient eux-mêmes. Je trouvais ça super intéressant de valoriser en même temps ces élèves, de valoriser ces langues qu'on ne connaît pas toujours. Dans ma classe, je savais qu'il y avait d'autres langues que le français, mais je ne pensais pas autant. Japon, tu découvres d'autres langues parce que je ne connaissais même pas. On était dans la même classe, ça fait 2 ans, mais je ne connaissais même pas. Il y en avait, je ne savais pas, ils parlaient des autres langues. Moi, je croyais qu'ils parlaient que le français, mais on a appris des choses avec ces personnes. Ça m'a surpris qu'il y ait autant d'enfants qui parlent d'autres langues. Je ne connaissais pas beaucoup de choses sur les gens de ma classe et ça m'a fait apprendre beaucoup de choses.
Je me suis dit, enfin, il y a quelqu'un qui s'intéresse un peu à ma langue, à mes origines, un peu tout ça. Ça fait plaisir. C'est leur mettre face à eux ce dont ils sont capables. Et ce dont sont capables les autres aussi. Et d'apprendre aussi à mon fils l'origine de ses parents. Et voilà, ça va rapprocher encore plus. On a vraiment un étalage de toute leur richesse linguistique dont ils n'ont pas forcément conscience eux-mêmes. J'ai appris des choses sur mon origine, sur ma langue. Como lo vemos, el sol ya está fuerte. El cielo es azul. Muestra que es verano. Est-ce que tu parles d'autres langues à part l'espagnol? Je parle arabe et un peu de basque. Plantepar Juratian Tengrota et Verda Portocali de Rose. Salam alaikum. Les langues sont une ressource puissante pour développer des compétences en langue de scolarisation. Et dans les autres matières scolaires. J'aurais bien aimé expliquer aux autres ce que ça veut dire, des mots en arabe, leur expliquer ce que ça veut dire en français. Ces élèves-là ont pu finalement conceptualiser peut-être à un niveau supérieur que ce qu'ils auraient pu faire en français. Une classe est loin d'être monolingue. Il faut quand même connaître sa classe pour pouvoir parler le même langage, c'est-à-dire pluriculturel et plurilingue. Est-ce que tu as vraiment aimé travailler sur la langue de ta famille? Oui, j'adore. Il y avait tout le monde qui était fier de sa langue. Voilà, je vous remercie. Un très grand merci pour cette présentation, cette conférence très stimulante et voilà, qui ouvre beaucoup de perspectives en termes de formation. Voilà. On a quelques minutes pour peut-être une ou deux questions avant une petite pause café et puis avant de partir sur le bâtiment D. Alors, j'avais une question sur la question des territoires apprenants dont vous avez parlé, que je trouve hyper intéressante. Je me pose la question du pilotage, de la coordination de ces territoires apprenants, parce que c'est pluricatégoriel, plusieurs... Tu as raison, Cyril, c'est une bonne question. En fait, nous, on fait un appel aux volontaires. Donc, parfois, c'est un enseignant dans un établissement qui va être le pilote, tu vois, dans son quartier. Des fois, ça va être des collègues dans le PRE. Des fois, ça va être une association. Donc, on a vraiment... Et des fois, ça peut être nous, à l'université, qui impulsons parce que ça va être des écoles ou un quartier qui est proche de l'université. Donc, voilà, ça va être vraiment sur la base des gens qui ont envie. Alors peut-être qu'effectivement, en termes de formation et de besoin d'être toujours sur la base du volontariat, ça peut être problématique. Mais en tout cas, comme on suit les projets, on peut soutenir en termes de matériel, etc. Et puis après, ça tourne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens s'épuisent. Ils peuvent le faire pendant 2-3 ans. Là, dans un quartier apprenant, par exemple, c'était une association qui portait, puis finalement, l'association avait des remaniements, donc c'est une autre association qui a porté. Donc là, voilà, on est sur des modalités de pilotage, mais en même temps, ça va bien avec la question de la flexibilité. Donc à la fois, peut-être, ça peut être, on va dire, sur la base du bénévolat, de la volonté des personnes, etc. Mais en même temps, je pense que cette flexibilité, elle est importante. Il ne faut pas que les gens s'épuisent. Et puis, c'est bien de changer. Comme moi, je ne vais pas être directrice de l'humain de mon labo toute ma vie, quoi. Donc, il faut changer, il faut tourner. Et ça, je pense que c'est important pour impulser à un moment donné une énergie. Et puis, et après, tu as raison, avoir le temps pour passer le relais et pour que ça ne tombe pas après en désuétude ou que le projet se termine, quoi. Oui, mais dans le prolongement, donc moi je suis du CASNAF de Clermont-Ferrand et on se pose des questions sur ce type de dynamique sur les territoires, de la place des associations communautaires. Mm-hmm. C'est pas toujours facile. Il y a des associations qui approchent les établissements avec beaucoup de bonne volonté, mais les chefs d'établissement sont parfois un peu réticents alors je pense qu'ils sont très sensibilisés à des problématiques d'entrisme, donc on se débat un peu avec ça alors qu'il y a un vrai potentiel. Mais vous avez de la chance à Clermont-Ferrand, j'ai envie de dire, parce qu'à Montpellier, nous, on les recherche, les associations. Alors,
à Sirius et à la Commission européenne, ils disent pas communautaire, justement, parce que ça fait peur. C'est des personnes migrantes qui se sont constituées en association. C'est quand même pas la même chose en termes de représentation sociale et mentale. Mais oui, normalement, c'est un levier. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Et nous, on les recherche. Et le problème aussi, c'est que parfois, c'est trop restreint. On va avoir une association culturelle du Bénin. Vous voyez, donc, c'est dommage que ce soit un peu plus constitué, et la difficulté aussi, c'est voilà le fait que ces familles, elles sont déjà en difficulté, donc elles ont des fois pas l'énergie de se constituer en association. Donc il y a des associations qui le font, mais moi je trouve que il faut quand même s'ouvrir à ça. Mais je pense que peut-être il faudrait changer le nom. Je suis linguiste, le nom ça a un impact. Je pense qu'il faut pas les appeler associations communautaires. Ça marche très bien, communautaire au Canada, en Amérique du Nord, parce que c'est positif la communauté. Mais pour nous, c'est une autre histoire culturelle. D'autres questions? Réactions? Commentaires? On utilise le terme de territoire facilitateur ou territoire facilitant. Donc j'ai fait ce lien-là. Je trouvais que c'était... en tout cas, on a une approche géographique intéressante dans la mise en relation avec la question de l'espace. Oui. Alors nous, après, en littérature, je me suis inspirée de ce collègue Jean, qui est assez aussi parfois remis en question. Mais si on essaie de l'implémenter, parce que lui, il dit que c'est une utopie, et puis d'ailleurs, on le critique parce que c'est une utopie. Mais moi, je pense qu'il faut vivre l'utopie. D'ailleurs, bientôt, on va lancer un podcast qui s'appelle Utopie didactique. Donc j'espère pouvoir interviewer certains d'entre vous dans les années qui vont venir. Là, on va lancer les épisodes parce que c'est important aussi de vivre l'utopie. Sinon, on est dans l'abîme. Donc, si on a envie aussi de vivre la métamorphose, c'est bien d'aller vers des utopies. Merci beaucoup en tout cas. Un grand merci pour cette communication.